C'est un lieu étrange, si possible à l'écart, un peu caché. Parfois, c'est au plus près des chantiers, dans l'arrière-port. Le plus souvent, c'est au fond d'une ria, dans une vasière que la lumière habille, du gris tragique au rose nacré, radieux. Pour moi, c'est un lieu étonnamment calme, mélancolique. Quand je m'y promène, j'y entends des musiques. C'est une émotion profonde en moi. Et je ne suis pas seul à la ressentir. Certains viennent peindre, la photographier, écrire. D'autres, pourtant, sont totalement insensibles à la magie du lieu. Ils le trouvent sale, dangereux. Ils veulent au contraire l'assainir, le nettoyer, l'effacer même. C'est assez paradoxal, mais compréhensible. L'obsession du propre, du tout sécurité, et l'obligation du développement, du rentable. Malamocque du Guilvinec, Dindé de l'île de Groix, Mauritanien de Camaret, tous bateaux de bois, morts, et bien vivants pourtant. Il y a une certaine spiritualité qui se dégage de ces lieux, forcément parce que ces épaves qui sont couchées là, elles sont au bout de leur vie. Et je pense qu'on peut parler de l'âme de ces bateaux. Même si l'humain n'y est pas présent, on l'imagine quand même. Ça a été toute une vie pour les gens qui ont travaillé, qui ont fabriqué ces bateaux, qui ont travaillé dessus. C'est toute une vie pour eux, donc on peut dire que ces bateaux ont une âme quand même. C'est des éléments du paysage quand même qui témoignent d'une certaine harmonie de l'homme avec les éléments. Ce sont des endroits quand même qui peuvent pas, enfin qui laissent pas indifférent une personne qui a un petit peu de sensibilité. Donc le choix du noir et blanc, c'est un choix pour l'émotion, pour l'atmosphère. Je pense que dans le monde actuel, dans beaucoup de domaines, on a perdu nos repères. On vit dans un monde où ceux qui vivent de la terre la respectent de moins en moins, ceux qui vivent de la mer, c'est pareil. Et donc, je pense que c'est important d'essayer de mettre en valeur ces éléments du paysage. Le photographe transmet l'image. Mais le rêve, c'est à chacun de l'avoir. L'abstraction de couleurs laisse la place à l'imaginaire, au rêve. Les cimetières de bateaux constituent une forme de patrimoine, une forme un petit peu particulière. Le patrimoine, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, mais ce que l'on sait maintenant, c'est que la notion de patrimoine est née dans la civilisation occidentale au moment de la modernité, c'est-à-dire au moment où on a commencé à abandonner le temps cyclique des sociétés traditionnelles pour considérer le temps comme
un événement, le temps linéaire, c'est-à-dire la flèche qui avance et qui avance à cause du progrès. Alors d'un certain point de vue, le progrès c'est positif puisqu'on en attend du meilleur. Aujourd'hui on sait que malheureusement c'est pas toujours le cas, mais en même temps ce progrès il alimente immédiatement l'idée de regret de ce qui va disparaître à tout jamais, car dans le temps cyclique on attendait, il y avait toujours cette idée de retour et de retrouvailles. Alors à partir de ce moment-là, nos sociétés ont eu besoin, en contrepoint de ce progrès qui avance, mais qui lamine aussi les choses, eh bien, de recréer dans leur esprit des points fixes, des points où on va retrouver ce temps cyclique qui constitue le patrimoine, c'est-à-dire des objets qui vont vous relier au passé, qui vont relier la mémoire, qui vont relier l'homme d'aujourd'hui à son ancrage ancien. Faire du patrimoine, c'est en quelque sorte prendre des objets anciens qui ont été abandonnés, car il faut qu'ils changent de fonction, dans leur fonction première, et puis un jour on les redécouvre, on les revoit avec un autre regard, et c'est le promeneur qui va arriver au fond d'un ster, qui va voir un bateau et qui va le considérer d'une autre façon, qui dira c'est beau, qui n'analysera pas toujours pourquoi, parce que derrière il y a des choses extrêmement fortes, mais qui sentira implicitement que derrière cette beauté, je dirais, il y a à la fois de l'éthique et de l'esthétique. C'est beau, mais c'est beau parce que c'est essentiel. Je crois que je ne serai jamais aussi audacieux en peinture. Quand je vois ça, il n'y a que Van Gogh qui pourrait peindre ça, du rouge et du vert. Quand je serai un grand peintre, peut-être je peindrai ça. Moi, ce que j'ai aimé dessiner dans les bateaux, c'est... Bon, ils ont un côté pittoresque, ils sont très forts. Ils sont extrêmement forts, ils sont très forts dans le paysage. On vient là parce que c'est très fort. Ils mettent une note dans le paysage. Ils ont beau être morts, ils mettent une note de vie. Pour moi, ils sont vivants. Mais comment ne pas être ému devant cette beauté? Comment ces bois qui vieillissent, qui appartiennent à l'histoire de l'homme, ce ciel bleu avec ces ocres sur les bois, ce blanc, fait penser aux gens qui ont fini de vivre et qui sont encore là parmi nous pour nous raconter quelque chose. Je suis content qu'il y ait encore des cimetières marins. Je suis content que l'homme partout ne soit pas propre. Je dis propre entre guillemets, au point de vouloir les enlever. Et ce qui me plaît dans les cimetières marins, et l'hommage que je leur rends quand je les dessine, ou quand je vais voir tous ces bateaux du monde qui naviguent comme ça, c'est qu'ils sont le lien entre le passé et le futur. Et ils expriment une vie qui, hélas, c'est un peu ce que je ressens, n'existe plus. Notre monde contemporain ne nous donne plus l'occasion, parce qu'on n'en a plus le temps, parce qu'on ne laisse plus... Bon, la seule comparaison que je pourrais faire, c'est les zones où on abandonne les voitures cassées, quoi. Ben, je vous laisse libre de faire la comparaison. C'est beau. Chacun son monde. On n'a pas toujours trouvé les ruines belles, on les a même trouvées carrément moches. Et il en va de même des cimetières de bateaux
bien sûr. Mais par exemple, au 19e, les bourgeois de Carcassonne voulaient détruire la cité pour utiliser les pierres, en faire des usines. Autant dire que c'est une affaire de conception du monde. Les ruines, comme objet esthétique, ont été inventées au 18e ou à l'époque romantique pour des raisons très précises. C'est qu'on s'interrogeait sur le rapport de l'homme et de la nature. Est-ce que, créant, on épouse en soi une voie de la nature ou pas? Est-ce que l'on habite le monde? Est-ce qu'on peut trouver une coïncidence entre la culture et la nature? Le jardin l'anglaise, c'est une forme de réponse à cette coïncidence. Et on laisse la nature dans une effervescence contrôlée, cette œuvre de créateur et ses œuvres naturelles en même temps. Et puis on se dit que finalement, le point de coïncidence idéal, c'est la ruine. Parce que la nature, petit à petit, reprend son pouvoir sur ce qui a été une création humaine. Et le cimetière marin, les bateaux vont, à l'époque moderne, vont fasciner de la même manière. Peut-être aussi parce que, justement, une époque se meurt et qu'on a besoin de mémoire, mais probablement aussi parce que l'on fascine ce travail de la nature, petit à petit, qui fait, en quelque sorte, œuvre d'art de quelque chose qui s'absorbait jusque-là dans son utilité. Dès les années 60, les épaves du port de Camaret sont menacées. 30 ans plus tard, la pression se fait bien sûr encore plus forte, mais alors une association a l'idée astucieuse de les sauver en s'appuyant sur la protection de l'une d'entre elles, la Belle Étoile. Car si à ce jour aucun cimetière de bateaux en France n'est classé site protégé, en revanche, certains bateaux anciens peuvent être reconnus officiellement depuis 1983, objets à protéger pouvant être classés à l'inventaire des monuments historiques. Et c'est le cas de la Belle Étoile. Pour en construire une réplique, des relevés sur la coque de l'épave sont nécessaires. Dès lors, intouchable à l'entrée du site, la Belle Étoile va protéger durant des années tout le cimetière de la Petite Anse du Stivell. Aujourd'hui, la réplique de la Belle Étoile navigue, gérée associativement. À la barre de l'association, vice-président, un ancien patron pêcheur, Jean Gourmelin, dont le premier bateau, Rosier Fleuri, est aussi l'une des plus vieilles épaves du port, échouée là depuis plus de 40 ans. Et c'est un langoustier qui faisait spécialement la langouste rouge et les homards sur les côtes portugaises, marocaines et aussi en Angleterre, en Écosse, chez du homard. C'est un ancien port où il y a eu plus de 100 bateaux comme de ce genre-là dans le temps. Et c'était pas facile tous les jours, quoi. Surtout on faisait quand même 3 mois de mer avec c'est arrivé. Hein. Mais c'était des très bons bateaux en mer. On tenait à la cape sur n'importe quel temps. Hein. Et c'était des oiseaux sur l'eau, ces bateaux. Mais ces bateaux, là, c'est le passé, c'est une mémoire de ce qui s'est passé il y a des années, quoi. Et, bon, on peut expliquer aux jeunes qui n'ont pas connu ça. On a quand même quelque chose à leur faire voir de notre vie, quoi. On ne peut pas les enlever. Ah non. Non, sinon le port, il n'est plus ce qu'il doit être. Son père, Vincent Rolland, construisit 165 bateaux entre 1927 et 1960. Et lui, Jean, prenant sa succession, 85 jusqu'à la fermeture du chantier.
Alors, quand l'implacable plan bellique a frappé le Kalinka, le dernier bateau qu'il construisit pour son frère, Jean n'a pas pu. Il n'a pas pu mettre le feu ou broyer le Kalinka, trop dur. Et il s'est battu pour que le Kalinka finisse là, sous ses yeux. Moi, j'estime qu'un bateau doit mourir de sa belle mort sur une vasière. Il doit finir ses jours, partir en poussière avec les siècles, dans ce milieu naturel. On n'a pas le droit de brûler un bateau. On n'a pas le droit de détruire un bateau avec un tractopelle, surtout les bateaux en bois. Et c'est encore plus vilain de voir un bateau sur un rond-point finir en pot de fleurs. Si on m'obligeait à détruire le bateau, je refuserais. J'ai déjà eu le jour, on l'a amené là, j'étais avec mes anciens compagnons, le forgeron, le mécanicien qui avait aidé à la construction de ce bateau, mon père qui était là encore à l'époque. Nous avons pleuré. Il y a toujours une émotion de voir un bateau mourir, qu'on amène à sa mort. Tout patrimoine constitué est subjectif. Ce qui est considéré comme patrimoine varie selon les époques, les cultures et les groupes sociaux. Le patrimoine maritime, comme les autres patrimoines, est un fait du présent qui opère un tri sur le passé. Avant, on recyclait les matériaux, parce qu'à un moment donné, la décomposition des choses restituait du bois, du métal, du chanvre. Aujourd'hui, les matériaux ne sont plus recyclés, et en revanche, on recycle un état d'esprit ou un rêve ou une nostalgie. On a un support à une mémoire qui est d'autant plus puissante que bien souvent, on a peu conscience de la réalité de l'époque, et que l'on peut créer soi-même à partir de ces coques qui sont prêtes à repartir, l'aventure que l'on voudrait vivre avec elle. Et venir tuer cette aventure, d'autant plus puissante que finalement elle est assez inoffensive, ça devient une agression insupportable pour bon nombre de personnes. On dit cimetière de bateau. Le mot est fort. Et sans doute ne touche-t-on pas impunément à un cimetière. La meilleure preuve de l'importance des ruines, de l'importance de ces cimetières marins, c'est l'extrême violence des réactions qu'ils suscitent de part et d'autre. Je citais Carcassonne, que les bourgeois voulaient détruire pour en faire des usines. On voit bien que c'est une conception du monde et que la rêverie que dégagent ces épaves engage aussi, pour ceux qui les défendent, une conception du monde. En gros, ceux-là disent que sans mémoire et sans imagination, tout simplement, nous rentrons dans un espace de l'inhumanité pure, qu'un être humain est un être de mémoire, un être de nostalgie, un être d'imagination. Qu'en somme, pour habiter le monde, il faut le peupler de ces songes. Et un lieu, comme une maison, comme un jardin, comme un château, c'est d'abord
des songes solidifiés quelque part. C'est l'accumulation des rêveries des hommes qui fait qu'un lieu devient habitable. Rayer cette dimension-là, rayer cette rêverie-là, et on est dans l'horreur pure des lieux inhabitables, de la solitude répétée, de la simple utilité. Le petit port du Maguer, sur la commune de Plouhinec, est situé juste en face du port d'Étel. Étel qui compta jusqu'à 250 tonniers d'Indés dans les années 30. Étel qui, il y a peu, a supprimé ses dernières carcasses, peut-être gênantes pour son port de plaisance. Alors ici, à Plouhinec, la réaction est cette fois immédiate quand le bulletin municipal annonce assez discrètement la décision prise de supprimer les épaves imposantes du Maguer, plusieurs pinasses en bois des années 50-60. Marcel Thomas, l'enfant du pays qui, le premier, s'est ému de la nouvelle et a alerté la presse, recueille, avec son association pour la sauvegarde du site, près de 3000 signatures en moins de 3 mois. Et le café de la Barre, où fut préparée la reddition de la Poche de l'Orient en août 1945, abrite cette fois la pacifique résistance. Quand j'ai pris connaissance de cet article, ça m'a révolté quelque part immédiatement. J'ai pris la plume et je me suis demandé pourquoi on enlevait ces vieux bateaux. Il n'y avait aucune raison. On a invoqué la sécurité, mais en fait, ces vieux bateaux sont là depuis 40 ans, il n'y a jamais eu de problème. Et puis, au nom de ce principe, pourquoi ne pas abattre les menhirs? Il y a de nombreux bâtiments publics et privés qui empiètent de la chaussée. Pourquoi ne pas les détruire? C'est vraiment le raisonnement par l'absurde. Tous les jours de l'année, en toute saison, on peut voir sur le site du Maguer des traces de pas que pourtant chaque marée efface. Chacun venant sans doute chercher ici des choses qui lui sont personnelles et peut-être indicibles. À Plouhinec, un dialogue s'installe et la mairie renonce. Le projet est stoppé, les épaves sauvées. Il y a obligatoirement conflit dans les usages du littoral et dans les utilisations parce qu'aujourd'hui, on a un besoin de faire partager ce littoral à des milliers de personnes. Il y a des enjeux économiques. Faire une marina avec des dizaines ou des centaines de bateaux, ce sont des enjeux financiers, mais c'est aussi une image de société et un certain type de comportement, de loisirs ou de relations avec l'espace, avec le lieu, et qui est totalement centré sur la vie des loisirs de la société. Et là, vous avez ces coqs en plein milieu qui vous disent non, ça peut être autre chose que ça a été autre chose que ça. Ce sont des endroits dont personne ne voulait, aujourd'hui tout le monde les veut. Et ces endroits dont personne ne voulait, il y a des gardiens d'une certaine mémoire, il y a des vestiges d'une activité du passé, il y a une dignité de ces bateaux qui sont là, quasiment prêts à reprendre la mer. Et pourquoi les tuer une nouvelle fois pour les remplacer par quelque chose qui serait alors là véritablement mort? Il y a des gens qui ne supportent pas et qui demandent leur rejet, que ce soit écarté, parce que c'est en dehors de ce que l'on vit couramment de garder le spectacle nu de la dégradation et de la mort. Nous avons besoin de retrouver une société, une vie autour de nous. Nous nous insérons à nouveau dans la vie. Et là, qu'est-ce que nous découvrons? Le rejet, l'abandon et rien que le face-à-face de la dégradation. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai été absolument ébloui et j'ai donné de l'importance au fait de trouver parfois, grâce au cadrage de la photo, des tableaux qui chantaient très très fort la vie.
Je vais vous faire un aveu sur les cimetières de bateaux. Nous n'avons pas beaucoup de recul, nous n'avons pas beaucoup travaillé la question. Nous n'avons pas beaucoup de connaissances sur les comportements de ces gens qui les visitent. Je pense simplement que ici, ce ne sont pas les questionnaires d'enquête qui vont nous apporter des éléments de compréhension extrêmement fins. Je pense qu'il faudrait développer, comme le font les ethnologues avec certains sociologues, des observations. Observer les comportements des gens, comment ils s'y déplacent, comment ils touchent ces bateaux, comment ils les respectent, comment ils les regardent, est-ce qu'ils montent dessus, est-ce que... Je pense par exemple qu'on est à l'abri des déprédations de type urbain, c'est-à-dire des tags, chacun viendrait enlever sa pierre. Je crois qu'il y a un respect collectif, y compris chez les jeunes. En été, quand il y a tous les gens qui viennent se bronzer, là, qui viennent... déjà, ils sont dans un cadre qui est extraordinaire déjà, et puis leurs gamins qui viennent jouer là, jamais on a entendu parler de gens ou d'enfants qui se sont blessés, mais ils sont dans un terrain de jeu. Pour eux, c'est l'île au trésor. Ils se prennent, ils jouent aux pirates, et ça va rester dans leur mémoire. Les gens viennent chercher peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui dans la vie, dans la société aujourd'hui, c'est-à-dire un petit brin de poésie, de beauté, c'est pas évident à définir, mais quand elle est là, on sait qu'elle est là. L'évidence est là. Faire une photo de mariage sur ce site-là, ça avait un sens, ouais. Effectivement, un sens culturel, un sens esthétique aussi, parce que c'est quand même bien sympa. Parce qu'on était partis pendant 4 ans aussi et qu'on voulait refaire nos photos à l'endroit où nous on avait vécu étant enfant en fait aussi. Il y avait peut-être ça. Étant enfant ou adolescent. On était plus là pendant quelques années donc. C'est vrai que ça a permis de se retrouver finalement et de faire un compromis entre Etel et Plouhinec, du fait que moi étant de Plouhinec et puis Fanny étant d'Etel, on pouvait vraiment se retrouver sur une partie commune. C'est sûr que pour nous qui avons 20 ans, c'est quand même un repère. Hein. On a l'habitude de voir ces coques, on vient se balader un petit peu. On les a toujours connus depuis notre naissance, on les a toujours vus là. Et ça, c'est important. Actuellement, notre société crée beaucoup de patrimoine au pluriel. Hein. On a parlé de folie de patrimoine, on s'est même inquiété en disant la société occidentale va tout patrimonialiser. En réalité, on s'aperçoit que non. Si on prend les espaces et l'organisation des territoires, il y a des territoires fonctionnels, il y a des territoires ludiques de récréation, il y a des territoires de travail, il y a des territoires de replis familiaux, et puis il y a les territoires de la mémoire. Et dans la mesure où notre société est moins liée au sacré par le biais de rites religieux institutionnalisés, elle cherche du sacré autrement. Et ce sacré, elle va le retrouver par le biais du patrimoine. Le patrimoine contribuent à recycler des espaces qui ont perdu leur fonction première. Les fonds de ster, parce qu'ils sont devenus envasés, parce qu'ils sont trop petits pour la pêche actuelle, et qui ne sont pas encore des lieux touristiques au sens classique du terme. Alors ces lieux à fonction indécise, ils vont justement être investis par quelque chose qui tient du sacré et qui va tenir du rituel, c'est-à-dire du retour. Et quand on n'y est pas, de la pensée. Celui qui s'en est éloigné va y penser. Alors il va ramener des photos, il va écrire, il va produire aussi par rapport à ce point d'accroche
qui est à la fois un point et du flou. Vous voyez à quel point, mais la réalité, la vie, elle est comme ça en fait. C'est toujours une chose et son contraire. Et c'est très important que dans nos sociétés, il existe ces points encore un peu flous. Parfois, le problème, c'est quand même de les organiser. Tandis qu'un projet d'aménagement de l'arrière-port du Guilvinec menace toujours les épaves qu'on y trouve, Marion Guermont-Pré, jeune architecte paysagiste diplômée de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, a l'idée inverse, les valoriser et faire du lieu un jardin. Un jardin un peu particulier. L'idée de m'intéresser au cimetière de Bateaux m'est venue lors d'une promenade, puisque j'habite dans le Morbihan en Bretagne. J'ai vu un de ces bateaux échouer sur la grève. Et là, je suis restée devant ce bateau qui avait déjà commencé une mutation. Sa peau fine et colorée avait commencé à disparaître un petit peu. Et là, je me suis assise et je l'ai regardé et je me suis dit, c'est ça, il faut en faire quelque chose. Je voyais déjà quelques plantes qui s'étaient immiscées dans la carcasse. J'ai exploré cet endroit. Je suis rentrée dans le bateau et là, j'ai découvert des morceaux de filets, des vieux clous rouillés, des clous de charpentier, des morceaux des écailles de peinture également. On sentait que la structure, le bateau servait de structure et de départ à un nouvel état, un nouveau milieu et à un jardin. Le but est d'échouer de nouvelles coques, de pouvoir récupérer de nouvelles coques en bois, puisque aujourd'hui la plupart sont détruites. Donc on vient conforter des sites existants. On va favoriser l'implantation de certaines espèces florales. On accompagne la nature, on anticipe son travail, on l'aide à parfaire ce qu'elle a déjà initié finalement. Donc on vient récupérer déjà des végétaux existants sur l'estran. On vient les planter dans la coque. Parallèlement, il faut une structure qui permette de se balader dans ces sites. Donc on vient conforter des cheminements existants sur les rochers, sur la vasière. On vient dessiner une passerelle en bois qui, elle, sera entretenue et maintenue, qui vient traverser ces jardins. Cette passerelle peut venir s'accrocher sur certains bateaux, sur certains jardins. Et là, on crée une esplanade sur laquelle on peut venir se poser, lire. Un paysage nécessite le cheminement. Le paysage n'est pas ce que l'on croit très souvent, simplement le site ou le point de vue. Le paysage nécessite le déplacement, et un déplacement qui, de place en place, offre une évolution à la méditation. Eh bien, le cimetière des Bateaux, je crois, appartient à ce registre. Nous sommes appelés à méditer sur le temps qui passe, un temps qui n'est pas le temps de l'événement. Marc Auger, récemment, nous rappelait que la force de la ruine, ces ruines que l'on a construites, d'ailleurs dans les jardins, lorsqu'on a imaginé le paysage, eh bien, que ces ruines avaient cette force d'évoquer le temps, sans pour autant nécessiter une récapitulation de l'histoire. Eh bien, je crois que ces cimetières de Bateaux appartiennent à ce registre. C'est bien le temps qui est évoqué, mais non pas l'événement. Nous ne cherchons pas à savoir qui était le patron de ce bateau, qui en constituait l'équipage. C'est bien une aventure humaine, une aventure relativement abstraite, comme en d'autres situations, la maison paysanne évoque toute l'histoire de la paysannerie, vraie, supposée, imaginée. Eh bien, ces bateaux ramassent toute l'idée que l'on se fait de la pêche, de la dure vie du pêcheur, de l'honneur aussi de ce métier. Bateaux en terre, jardin des mers pour Marion Guermont-Pré. Jardin intime aussi intime au plus profond, comme chez Marc Thanot, un docker du Guilvinec que la maladie contraint un jour à l'inactivité. Alors, il se tourne vers la peinture. Réalisme bon enfant au début et puis progressivement autre chose. S'appuyant sur des centaines de photos prises au cœur même des épaves, il peint aujourd'hui de curieuses toiles dans lesquelles certains vont jusqu'à voir une forme d'abstraction. Ouais, mon obsession à peindre ces carcasses-là, c'est vrai, ouais, ça dénote
pas un retour vers la mer, parce que je n'ai jamais été marin, j'ai jamais été sur l'eau, quoi. Mais je pense que il y a quand même sûrement un lien entre le fait que je peigne des carcasses et le fait que mon père était marin. Et oui, il y a sûrement un lien, mais c'est aussi un lien d'enfance, quoi. C'est un lien. Peut-être je tends à retourner vers ça, à retourner vers mon enfance, ou je sais pas, vers des sensations que j'ai eues étant enfant en jouant. Pour moi, ces bateaux, quand j'étais petit, étaient très mystérieux, parce qu'ils étaient très grands. Donc, on allait à l'intérieur, ils étaient encore en assez bon état, et souvent on pique-niquait, on s'amusait avec des barques, on se promenait. C'est resté un univers toujours mystérieux. J'ai essayé de peindre autre chose, des personnages, des visages. Je suis très intéressé par le corps humain et les visages. Mais curieusement, j'arrive pas à mettre les traits sur les visages, quoi. Nettoyer, entre guillemets, ces cimetières-là, je sais pas, je comprends pas comment on peut penser y penser, quoi, penser à ça, quoi. Parce que nettoyer, ça veut dire quoi? C'est effrayant. Je sais pas, la société est tellement étrange que je trouve que des bateaux qui ont servi à apporter de quoi vivre à des gens qui étaient miséreux, qui ont été ensuite laissés comme ça à l'abandon, et comme maintenant certaines personnes veulent passer carrément le bulldozer dessus. Je trouve ça c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je trouve que c'est un lieu qui appartient à ce que moi j'appelle le tiers paysage. C'est l'ensemble de ces endroits où l'homme a presque pas de regard, ou très très peu, ou plus, où il ne vient pas introduire un mode de gestion quel qu'il soit, où finalement on a abandonné l'espace à un ensemble d'êtres qui vont venir là, qui sont des plantes, des animaux, et justement des humains, parfois, mais simplement c'est sans réglementation. Ce n'est pas un espace juridique, c'est un espace qui est entre deux, sur lequel on ne peut pas instruire un contentieux. Ça échappe à tout. C'est un ensemble de délaissés. Ces délaissés, ils existent parce que l'agriculture a abandonné des terres, parce que la ville a des dents creuses, et aussi parce que l'estran ménage des espaces qui sont vacants et sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose d'autre que peut-être justement l'accueillir des bateaux. Eh bien, ces lieux-là sont des lieux où viennent des oiseaux, où viennent des coquillages, où viennent des plantes et où viennent des gens. Alors là, pourquoi viennent-ils? Évidemment parce qu'ils échappent à tout. Ils se trouvent, comme ces plantes et ces animaux, hors du territoire géré qui leur ordonnerait de se tenir comme ci ou comme ça. C'est un vrai espace de liberté. Ils n'en ont certainement pas le sentiment, enfin la conscience plutôt, mais ils en ont probablement le sentiment.
Installée depuis l'automne 99 dans une ancienne langousterie de Douarnenez, l'association Rouille-Gorge regroupe un collectif d'artistes plasticiens, tous issus des arts appliqués et réunis par un même thème, l'univers marin. Parmi eux, Gilda Bitou, depuis 12 ans, fasciné lui aussi par les épaves qu'il traque en Bretagne, en Irlande et ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer d'un premier côté où j'étais vraiment en contemplation devant ces lieux, à essayer de célébrer, les montrer, d'avoir un regard sur ces lieux. Il y a des gens qui passent à côté de ces lieux-là aussi, des promeneurs qui voient ça un peu comme une décharge peut-être insolite, mais comme une décharge où ces bateaux, il faudrait les supprimer, comme si ça gênait. Bon, moi je trouve que c'est des lieux à préserver parce que le temps est arrêté et puis bon, il y a des gens qui ont d'autres regards et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Bon, c'est vrai que je me rappelle d'un jour, c'était à Camaret au mois de février, où bon, j'avais pas trop envie de dormir dans un hôtel, et puis j'avais envie finalement de voir un peu ce que c'était l'intérieur d'une épave. Donc bon, j'avais un sac de couchage, je me suis glissé dans l'épave pour à la fois écouter, observer les lumières. Ça a été une belle nuit de février, ouais. Le bateau, dans le cimetière des bateaux, il est flou, il est là, il est dans la vase, il repose doucement, et donc il permet d'accrocher beaucoup de choses. Et tous les mythes sont comme ça, les mythes fondateurs sont comme ça. C'est-à-dire qu'un mythe doit être flou pour que l'on puisse se le réapproprier justement à chaque moment et selon chacun de ses besoins. Mais en même temps, ce mythe, il va permettre de recomposer des sociétés qui sont des sociétés éclatées d'aujourd'hui, les fameuses tribus dont Afesouli avait parlé, des sociétés mobiles en déplacement. Et là, on va avoir un lieu, un endroit, donc qui est fixe, qui existe, qui est concret, mais qui en même temps présente un objet suffisamment flou pour que des groupes différents y accrochent leur imaginaire, leurs besoins et j'allais dire leur relation au monde. Ça va extrêmement loin puisqu'on est dans le domaine de la terre et de l'eau. Les cimetières de bateaux sont des espaces abandonnés qui s'offrent à notre reconquête et notre imaginaire peut les investir, se les réapproprier. Alors, pendant que d'autres jouent dans l'imposante cour des Papes à Avignon, les comédiens du théâtre de l'Embarcadère s'installent chaque année dans l'étrange cimetière de Querervie, près du pont du Bonhomme, à Lanester. Voilà. C'est tous les ans le grand rendez-vous pour la compagnie de l'Embarcadère. Mais c'est surtout un rendez-vous particulier parce que le public, lui, il a une attente particulière. Alors ça, c'est sans doute le plus difficile à comprendre pour nous qui sommes sur scène et le plus difficile à comprendre pour le public lui-même. 300 personnes ici qui viennent et qui se sont absolument préparées à voir un spectacle, non pas dans une salle fermée, je sais trop où, à voir un spectacle ici. Et ils ont une espèce d'attente, d'exigence que je ne sais pas réduire à un seul mot, quoi. Il y a une attente du lyrisme, forcément. Il y a forcément un souffle lyrique là-dedans. C'est plutôt Shakespeare que la biche, on comprend évidemment, quoi. Le paradoxe, c'est que ça serait très bien ici sans théâtre, en fait. C'est-à-dire que l'amphithéâtre ici, il correspond à une forme de théâtre instinctif, assez épuré. Il n'y a besoin de rien ici. Un acteur qui parle, un violon, et pas grand-chose d'autre, quoi. Si on ramène dans un lieu pareil du décor, si on ramène des tas de constructions, si le public le dit d'ailleurs, on bouche la vue par moments, ils disent. Mais la vue, il ne la voit plus, hein. À 22h, il fait noir et plus personne ne voit rien d'autre, mais on bouche la vue. Donc c'est une image. La vue, c'est pas ce que les gens voient, c'est la vue intérieure. Et ici, la vue intérieure dans l'amphithéâtre, elle fonctionne très vite. Les gens viennent pour voir
comme en vrai ce qu'ils voient dans leurs rêves de cette nature qu'il y a ici. Ça, c'est sûr. Il faut imaginer 300 personnes avides de ce truc spécial ici qui n'a pas lieu ailleurs. Alors on est sans arrêt, nous, là, tremblants, en se disant il faut que ce soit à la hauteur du lieu, et il faut que ce soit à la hauteur du lieu. Et puis c'est une bêtise, en fait. On est déjà à la hauteur du lieu, en fait. Mais on a peur, quand même. Alors, du coup, on essaie de s'y mettre sans arrêt. Et le public, quand ça ne se passe pas bien, il n'est pas content. Alors, on essaie de satisfaire le public dans l'attente d'une chose que lui-même ne sait pas. Et ainsi de suite, quoi. C'est un peu... faudrait oser ici faudrait vraiment oser le silence. Un acteur tout seul, tout nu, face aux gens, là, et qui, pendant 3 minutes, ne dirait rien. Puis on entendrait... J'ai commencé à errer un petit peu dans les lieux cassés, les lieux où les bateaux étaient échoués, et j'étais complètement fascinée par les couleurs. En même temps, je m'occupais des personnes âgées. J'ai mis quelques mois pour comprendre que rien n'était innocent dans ce choix-là et que je travaillais sur la même matière. Au bout du compte, c'est travailler sur... pour moi, c'était travailler sur la peau. C'est-à-dire que j'avais l'impression, avec ces photos-là, de recoudre quelque chose, d'essayer de maintenir des éléments ensemble, comme on peut essayer de maintenir quelqu'un en vie, finalement. C'est vrai qu'on peut totalement comparer l'histoire d'une peau, d'une personne âgée qui a des cicatrices, qui a des rides, qui est passée à travers les mailles du temps, et voir dans ces coques de bateau exactement la même chose. Le passage du temps, les modifications. Ouais, c'est vraiment ça pour moi que je mettais en parallèle. J'ai fait des centaines de photos, d'abord juste des clichés uniques comme ça, et puis ça ne me suffisait pas. Et j'avais envie de reconstruire quelque chose par rapport à ça, donc j'ai essayé de faire des collages avec ces différentes photos, et donc j'arrive à des images qui jouent beaucoup sur la symétrie. Qu'on veuille supprimer des cimetières de bateaux, pour moi ça me fait vraiment penser à la place que peut avoir la mort dans notre société, qu'on éloigne totalement de nos vies. Bon, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. On sait maintenant que la majorité des gens ne meurent plus chez eux, et on en vient, comme aux États-Unis, à ne plus accepter les morts chez soi. Donc il y a vraiment une disparition de valeurs primaires, je dirais. Et ça, pour moi, c'est totalement dans ce mouvement-là que de vouloir mettre les cimetières de bateaux, enfin les faire disparaître, tout comme on a fait disparaître les cimetières autour des églises. On les a bien éloignés du village parce que des rétros, ça fait penser à des choses auxquelles on n'a pas envie d'être confronté. Il y a toujours ici-bas des abrutis qui vous disent ça ne sert à rien. Et qui voudraient un espace humain limité à l'utile. Un jardin, ça ne sert à rien. Une fleur, ça ne sert à rien. Un poème, ça ne sert à rien. Et c'est peut-être ça qui le rend justement si précieux. Bien sûr, ces bateaux-là sont le témoignage d'une autre époque. Ils ne servent plus à rien qu'à nous faire rêver. Reste à savoir si ça n'est pas la chose la plus importante qui soit pour rendre le monde précisément habitable.